Alors aujourd'hui, on va voir la quatrième et la cinquième déclinaison. Et on va en profiter également pour faire une révision générale sur les noms. Alors, pourquoi je fais une révision générale sur les noms, hein? Pour la même raison que j'ai fait une révision générale sur les verbes. Et à plus forte raison, en fait, hein, c'est nettement plus difficile en latin les noms que les verbes, étant donné que la façon de les construire est très différente. J'en ai déjà parlé 1000 fois. Donc, voilà, je vais peut-être nettement plus m'y attarder sur la révision générale sur les noms. Sur la quatrième et la cinquième déclinaison, par contre, ça ira très vite, puisque c'est des déclinaisons rares, hein. Il n'y a pas tant de choses que ça à en dire. Alors la quatrième déclinaison, là vous voyez le tableau des noms de la quatrième déclinaison. Qu'est-ce qu'on peut en dire? À première vue, on dirait plutôt qu'il y a une ressemblance avec la deuxième déclinaison, mais c'est seulement une apparence. Et oui, puisque en réalité ça ressemble nettement plus à la troisième déclinaison. Je m'explique. Prenez la troisième déclinaison, remplacez toutes les voyelles finales thématiques par un ou, et vous obtenez quelque chose de très proche de la quatrième déclinaison. Par exemple, dans la troisième déclinaison, l'accusatif singulier ça fait manem, quatrième déclinaison ça va faire manu. Le génitif singulier ça fait manis, dans la quatrième déclinaison ça va faire manus. Il y a quelques exceptions à cette règle, hein. Manoui, ça ne fait pas Manou, ça fait Manoui, mais on peut aussi trouver Manou, hein, dans quelques fois, mais c'est nettement plus rare. Et Manwoum, ça ne fait pas Manoum seulement, ça fait Manwoum. Donc on rajoute un ou qui fait le son ouah. Alors on va voir ça de façon générale, hein, on va revoir ça. Caractéristiques de la quatrième déclinaison. Pour déterminer les désinences de la quatrième déclinaison, il suffit de remplacer les voyelles des désinences de la troisième déclinaison par ou, à l'exception du datif ablatif pluriel qui conserve la désinence ibus. C'est ce que j'ai dit, hein. Deux exceptions seulement à cette règle, le datif singulier est oui et non ou, j'en ai parlé, le génitif pluriel est wum et non um, j'en ai également parlé. Retenez surtout le datif singulier. En fait, je vous dis tout ça pour que vous ayez une aide dans votre esprit pour former la quatrième déclinaison, la connaître, hein, puisqu'il faut aussi la connaître par cœur, même si les noms de la quatrième déclinaison sont assez rares. Les noms de la quatrième déclinaison sont généralement masculins. Alors ils sont presque toujours masculins, mais il y a quelques exceptions, et une de ces exceptions c'est manus, qui est féminin. Donc le mot que j'ai utilisé comme exemple est une exception, et cette exception, en fait, ça explique quelques aberrations en espagnol et en italien, puisque, en tout cas en espagnol, mano est féminin alors qu'il se termine par o, généralement les noms qui se terminent par o en espagnol sont masculins. C'est le très vieil héritage du latin. Ils sont souvent issus de verbes substantivés. C'est quoi un verbe substantivé? C'est un verbe qu'on va utiliser comme un nom. Mais enfin, c'est un nom issu d'un verbe plutôt. Donc par exemple en latin, actus, ça va être la quatrième déclinaison parce qu'il vient du verbe agere ago, qui au supin se dit actum, et un, on en a fait un nom. Actus, l'acte, l'action plutôt. Et il y a de nombreux autres exemples de ce type-là. Il existe quelques rares noms neutres en désinence au nominatif vocatif accusatif singulier et ou au nominatif vocatif accusatif pluriel wa. Alors, sachez donc que quelques mots latins possèdent donc une désinence nominatif vocatif accusatif singulier en ou et font partie de la quatrième déclinaison. C'est les noms neutres de la quatrième déclinaison. Alors elles sont rarissimes, hein. On peut penser à cornu, genou, qui signifie genou. Et voilà, honnêtement, j'arrive même pas à penser à un autre, c'est dire. C'est très rare, c'est pour ça que je n'ai même pas mis le tableau. Ça vous aurait distrait pour rien. Donc, pas la peine de trop vous attarder sur ces noms-là, il suffit de savoir qu'ils existent. Alors, la cinquième déclinaison. Là, je vous montre l'exemple de dies diae, qui signifie jour. C'est de là que vient dia en espagnol. C'est pour ça qu'en français on dit lundi, mardi, mercredi.
Le die vient de dies. Alors, ça fonctionne un petit peu comme la quatrième déclinaison, hein, sauf qu'on va remplacer les désinences de la troisième déclinaison, non pas par des ou, mais des et. Alors toutefois, il y a beaucoup de choses à ajouter. Ça marche moins bien puisque le génitif est très différent. Le génitif, on peut plutôt le rapprocher de la deuxième déclinaison, avec cette désinence au pluriel en roum là, et cette désinence au singulier en i et non pas en is. Donc, on va résumer ça. On trouve dans la cinquième déclinaison des désinences semblables à celles de la troisième déclinaison si on remplace les voyelles des désinences par et. Le génitif reprend toutefois les formes de la deuxième déclinaison. Donc, c'est ce que je viens de dire, hein. On remplace les voyelles des désinences par et, à l'exception du génitif, qui est plutôt inspiré de la deuxième déclinaison. Sachant que historiquement, en fait, la cinquième déclinaison provient d'une fusion de la deuxième et la troisième. Les noms de la cinquième déclinaison sont tous féminins, à l'exception de dies, jour, masculin, et ses composés. Voilà, encore une fois, en fait, le mot que je vous ai exposé, c'est une exception du point de vue du genre. Sinon, les noms de la cinquième déclinaison sont tous féminins. Les noms de la cinquième déclinaison sont peu nombreux. Les deux seuls qui soient très courants sont dies, jour, et res, chose. Alors, il y en a quand même quelques autres, hein. Il doit y en avoir une vingtaine en tout, peut-être. Species aussi. Imagines, peut-être? Non, imago. Non, du coup, j'arrive pas à penser à un autre. Du coup, oui, c'est très très rare. Foucault. Non, je sais pas. Alors, révision générale sur les noms maintenant. Le latin possède 6 cas. Le nominatif qui exprime le sujet ou l'attribut du sujet. Le vocatif qui exprime un appel. L'accusatif qui exprime principalement le COD. Également l'attribut du COD, hein, et qui se met après diverses prépositions. Le génitif qui exprime principalement le complément du nom, la possession. Donc, on l'a vu. Sachez que le génitif, ce que j'ai pas dit me semble-t-il, le génitif est généralement accolé au nom sur lequel il porte en latin, ce qui simplifie les choses. Les deux principales fonctions, c'est le complément du nom, la possession, mais il y en a encore d'autres qu'on verra plus tard éventuellement, mais qui sont nettement plus rares. Le datif qui exprime principalement le COI, un complément d'attribution ou d'intérêt. Donc, vous savez que le génitif, hein, on peut généralement traduire ça par 2 plus mots, quand on en voit un. Avec le datif, on peut généralement traduire ça par à accent plus mot ou pour plus mot. L'ablatif, qui s'il n'est pas précédé d'une préposition, dans ce cas-là, ça pose pas problème, hein, s'il est précédé d'une préposition, c'est comme en français, exprime généralement la manière, le moyen. Donc, si vous trouvez ça, vous aurez tendance à traduire ça par avec plus mot ou par plus mot, sachant que ça marche beaucoup moins que le reste, puisque ça peut aussi exprimer le temps, l'origine, des choses comme ça, on verra ça plus tard éventuellement. Alors, autre point important, hein, les désinences. Il existe 5 groupes, entre guillemets, puisqu'on va jamais employer ce terme de fait, de noms ayant une déclinaison distincte. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est les 5 déclinaisons. On trouve des désinences communes à chaque groupe. Alors là, c'est un truc que je vous donne, que je vous ai encore jamais vraiment donné, me semble-t-il, et qui est utile, hein. Sachez que l'accusatif singulier masculin et féminin, j'exclus le neutre, se termine toujours par M. Am, M, M. Donc l'accusatif singulier, quoi qu'il arrive, il va se terminer par une de ces 3 désinences-là. Donc voilà, si vous trouvez une autre désinence, ce ne sera pas un accusatif singulier, si c'est du masculin ou du féminin. L'accusatif pluriel masculin et féminin se termine toujours par S. As, os, s, ous, s. Donc, si vous voyez un nom qui se termine par as ou os, vous savez que c'est de l'accusatif pluriel, ça ne peut être que ça. Par contre, s, ous, s, c'est plus ambigu, hein. Mais et voilà. Le génitif pluriel se termine toujours par arum, orum, pardon, erum. Alors quand vous voyez un arum, orum, un
c'est forcément du génitif pluriel. Ou un womb aussi. Je pense pas qu'il existe des noms de la troisième déclinaison qui se termine par womb. Ce qui peut poser plus de difficultés, c'est donc les noms de la troisième déclinaison qui se terminent par womb. Là, on peut les confondre avec des noms de la deuxième déclinaison, accusatif singulier. Donc, il faut faire face à cette difficulté. Alors, on constate également que les cas possèdent souvent les mêmes désinences. Le vocatif est toujours identique au nominatif, sauf dans la deuxième déclinaison. Ça, je vous en ai longtemps parlé, à part dans la deuxième déclinaison où il se termine par un « et » au singulier. Le vocatif et le nominatif auront toujours la même désinence, donc seront toujours exactement pareils. Donc le vocatif, c'est pas un cas compliqué. Le datif et l'ablatif pluriel sont toujours identiques, et se terminent soit par is, soit par bous. Donc ils sont assez faciles à reconnaître, hein. Si vous voyez un nom qui se termine par bous, vous savez que c'est du datif ou de l'ablatif pluriel, il n'y a aucun doute. Par contre, si ça se termine par is, ça peut être plus ambigu, mais si le nom appartient à la première ou la deuxième déclinaison, là, vous savez que ça va être du datif ou de l'ablatif pluriel aussi. Et, important aussi, comme je le disais au début, ils sont toujours identiques, donc ça aide pour apprendre, hein. Vous saurez que datif, ablatif au pluriel, ce sera toujours pareil. Sachez que dans la langue, entre guillemets, d'où provient le latin, l'indo-européen commun, enfin, la langue reconstruite, c'était déjà comme ça. Donc c'est comme ça dans toutes les langues indo-européennes qui ont conservé ces deux cas. Les noms neutres possèdent toujours des nominatifs, vocatifs et accusatifs semblables qui, au pluriel, se terminent par a ou ia. Ça aussi c'est très important. Quand vous savez que c'est un nom neutre, pas la peine de vous casser la tête, le nominatif et le vocatif et l'accusatif, seront toujours les mêmes. Et au pluriel, ils se termineront toujours par a. Ça peut aider à réviser aussi. Le fait qu'il existe des désinences identiques exprimant des cas différents constitue une des principales difficultés du latin. Ça, j'en ai déjà parlé, hein. C'est ça la principale difficulté du latin. Quand vous y êtes confronté, eh bien, il faut toujours adopter la solution la plus évidente, puisque c'est ce qu'un latin, un romain, aurait fait à votre place. Si l'écrivain avait voulu faire comprendre autre chose, il aurait insisté d'une manière ou d'une autre. Alors, vocabulaire maintenant. On va d'abord voir des noms de la quatrième déclinaison. Enfin, le peu. Il n'y en a pas 150 000, donc de même que la cinquième déclinaison. Donc là, je vais vraiment vous dire les principaux. Certains des principaux quand même. Actus signifie acte. Hein. C'est un mot qu'on vient de voir, que j'ai cité en exemple. Exercitus signifie armée. C'est de là que vient exercicio en espagnol, qui a le même sens. Pour nous, ça veut plutôt dire exercice, mais en latin, ça va signifier armée. Fructus signifie fruit, hein, c'est de là que vient fruit. On dit quelque chose de fructueux. On a gardé dans cet adjectif la racine latine, comme souvent. Souvent, dans les adjectifs savants, on reprend la racine latine telle quelle. Manus signifie main. On voit bien le rapport, hein. Sachant qu'en ancien français, on disait plutôt main, ou quelque chose comme ça. Metus signifie crainte. Honnêtement, je vois pas trop là le rapport avec le français, peut-être qu'il en existe un. Senatus signifie sénat, donc on voit très bien le rapport, hein, c'est de là que vient sénat. Alors vous savez que dans la République et même encore dans l'Empire romain, le Sénat avait une grande importance, hein. C'était un conseil des anciens, où se réunissaient les anciens magistrats, et il avait des responsabilités élevées dans le contrôle de la politique. Bon, le système politique de la République romaine est passablement compliqué, et même l'Empire c'est assez compliqué encore, surtout dans ce qu'on appelle le Haut Empire, c'est-à-dire premier siècle de l'Empire romain où il y avait encore une illusion de république qui se maintenait. Donc je vais pas entrer dans les détails. Tribus, ça signifie tribu, hein, au sens une tribu. Sachant que là où je mets un espèce de ubus là, entre guillemets, pourquoi, hein, puisque au datif pluriel et à l'ablatif pluriel, ça fait tribubus, et non pas tribibus. Comme ça devrait être le cas normalement, c'est pas le seul nom à faire un datif
et un ablatif pluriel en ubus au lieu de ibus, à la quatrième déclinaison, mais il n'y en a pas énormément. Arc aussi, on dit arcobus, non pas arquibus. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez que ça existe, hein. On en rencontre vraiment rarement. Versus signifie vers, de poème, c'est de là que vient vers. Usus signifie usage. C'est un nom qui est lié à outil, certainement, qui signifie utiliser en latin, et qui est de la même racine que l'anglais use, par exemple. Alors, cinquième déclinaison. Dies signifie jour, je vous en ai parlé, hein. Fides signifie confiance, bonne foi, sachant qu'on employait aussi ce mot pour les cordes des instruments, je crois. Alors c'est de ce mot que vient foi. Je crois que l'espagnol et l'italien sont restés nettement plus proches, même si je me rappelle plus exactement comment on dit dans ces langues-là, sachant que en ancien français, foi signifiait bonne foi et pas foi religieuse comme maintenant. Res signifie chose. Alors ça n'a rien donné directement en français, mais république vient de là, hein, la chose publique. Res. Spes, espoir. Voilà, c'est de là que vient espoir. Avec ce E rajouté, hein, on est habitué maintenant, voilà, en français et aussi en espagnol, mais pas en italien par exemple. Alors exercice, on va voir la suite de notre dernière histoire. In cohorte milites exercitus Claudio dicunt. Alors, où est le sujet, où est le verbe, comme d'hab? Le sujet, ça pourrait être exercitus, ou ça pourrait être milites. Exercitus, je vous ai mis que c'était un génitif singulier de la quatrième déclinaison. Donc, de toute façon, dans le contexte, on voit bien que c'est pas ça, hein. Ça ferait une phrase incompréhensible. Les armées disent à Claudius, les soldats, ça veut rien dire du tout. Donc, on va plutôt faire de milites le sujet. Donc ça, on va faire de milites un nominatif pluriel. Les soldats, dicunt disent. Il n'y a pas de complément d'objet direct, donc on va chercher un complément d'objet indirect, donc un datif. Claudio, c'est un datif, donc disent à Claudius. Qu'est-ce qu'on fait désormais du exercitus? Comme on dit que c'était un génitif singulier, hein. Si c'est pas un nominatif, ça peut être aussi un nominatif pluriel, un accusatif pluriel, pardon, mais dans la phrase ça n'a aucun sens. Les soldats disent les armées à Claudius, ça n'a strictement aucun sens. Donc on va plutôt en faire un génitif singulier. Les soldats de l'armée disent à Claudius in cohorte dans la basse-cour. Tastes senatui deconte et amicos conspirare videre. On va s'arrêter là pour l'instant. Alors, où est le sujet ici? Pour être inclus dans le verbe, mais bon, ils disent, ça n'a pas bon sens en fait. On va plutôt faire de testes, donc le sujet, les témoins, des témoins, disent. Senatui, je vous ai mis que c'était un datif, et ça peut être que ça en fait. Terminaison oui dans la quatrième déclinaison, c'est forcément un datif. Donc disent au Sénat. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué. Te et amicos conspirare videre. Comment on va comprendre ça? Te et amicos. Te, je vous ai mis que ça veut dire toi. Donc disent toi. Amicos, c'est un accusatif pluriel. Donc toi et les amis. Dans le contexte, on va plutôt dire toi et tes amis. Conspirare videre, voire conspirer. Donc des témoins disent au Sénat, voir toi et tes amis conspirer. Alors là, cette phrase, en français comme en latin, c'est ce qu'on appelle une proposition infinitive. En français, c'est relativement rare et ça existe que avec les verbes de perception. En latin, c'est beaucoup plus fréquent. Donc là, je me suis permis de la mettre alors qu'on n'a pas encore vu ça, parce que j'ai utilisé un verbe de perception. Et ça a dû vous poser problème, hein. C'est une phrase un peu compliquée. Mais sachez que c'est beaucoup plus fréquent en latin qu'en français. Et amici, cum magistratus necaritam tabat, clamavat.
Alors là, il y a une proposition qui est incise entre amici et clamabat, c'est cum magistratus necaritam tabat. On va s'en débarrasser pour l'instant, hein. On la verra après. Donc amici, c'est certainement un nominatif pluriel, les amis. Clamabat, vous connaissez le verbe clamarer à la troisième personne du pluriel de l'imparfait, donc crier. Cum magistratus necaritam tabat. Alors là, c'est une phrase ambiguë. On peut la prendre dans deux sens. Magistratus, c'est issu de la quatrième déclinaison. Soit on en fait un nominatif pluriel, donc alors que les magistrats tentaient de tuer, mais dans ce cas-là, ça n'a pas gros sens dans le contexte. Soit on en fait un accusatif pluriel, ce qui a nettement plus de sens dans le contexte, alors qu'ils tentaient de tuer les magistrats, sous-entendu les amis. Subigimus lomam pro Claudio. Voilà, c'est facile, hein. Subigimus. Comme ça appartient à la troisième conjugaison, on reconnaît un futur. Sinon ça ferait subigimus. Donc, nous soumettrons Romain, accusatif Rome, pro Claudio, pour Claudius. Igitur petimus restamtas. Alors res, igitur petimus, ça veut dire donc nous demandons. Restamtas, donc tamtas, vous connaissez la deuxième personne du singulier du verbe tentare, donc tu tentes cette chose ou ces choses, plutôt ces choses. Non, ait Claudius. Non, dit Claudius. Là, c'est même pas la peine pour moi de m'attarder sur cette phrase. Bene, gratias tibi et vale. Bien, merci à toi et salut. Ça, c'est des formules de politesse latine. Sachant que gratias, ça a donné gracias en espagnol ou en italien. Ex eo tempore nemo Claudium accusare audet. Ex eo tempore, il faut le prendre ensemble, hein. Ça vient depuis ce temps. C'est une locution. Nemo, je vous mets en bas que ça veut dire personne. Ça appartient à la troisième déclinaison. Là, vous voyez que Claudium, c'est l'accusatif singulier. Donc, personne n'ose accuser Claudius. Donc, thème maintenant. Dans la basse-cour, les soldats du corps de troupe disent à Claudius. Et on peut aussi traduire exercitus par corps de troupe, hein. C'est même peut-être une meilleure traduction. Donc, dans la basse-cour in cohorte, les soldats milites, c'est la troisième déclinaison, qui se termine par S au nominatif pluriel, du corps de troupe, exercitus, c'est la quatrième déclinaison qui se termine par us au génitif singulier, Lisa Claudius, décompte Claudio. Les témoins sont en train de dire au Sénat, voir toi et tes amis conspirer. Alors ça, c'est la fameuse phrase compliquée, hein. On va commencer par le sujet. Les témoins, testes, sont en train de dire, décompte, hein, il n'y a pas de différence en latin entre le présent progressif, qu'on traduit par contraint, et le présent normal. Décompte, c'est ambigu. De ce point de vue-là, au Sénat, sénatui, datif singulier dans la quatrième déclinaison se termine par oui. Voir toi et tes amis conspirer, en latin comme en français, on va faire une proposition infinitive. Te et amicos conspirare videre. Et tes amis, alors qu'ils tentaient de tuer les magistrats, criaient. Et tes amis et amici, c'est le sujet, criaient clamabant, alors qu'ils tentaient de tuer les magistrats, cum magistratus necare tamtabant. Au pluriel, hein, dans les noms de la quatrième déclinaison, on a us au nominatif comme à l'accusatif. Nous soumettrons Rome à Claudius. Nous soumettrons subigemus avec un et non pas un i parce que c'est du futur et non pas du présent. Rome à Claudius, Romam à Claudius ou pour Claudius, Claudio. Pro Claudio. Je
pense que l'un et l'autre peuvent passer, mais pour Claudio, c'est peut-être plus latent. Donc, nous demandons, Egitur petimus, tentes-tu ces choses-là? Res temptas? Non dit Claudius, non, ait Claudius. Bien, merci, au revoir. Bene, gracias tibi et vare. Depuis lors, personne n'ose accuser Claudius. Ex eo tempore, personne nemo, nominatif, n'ose audet accuser Claudius, Claudium accusare. Alors, d'aucuns pourraient critiquer la justice romaine, hein, dans ce cas, en disant qu'ils auraient quand même pu un peu plus chercher, mais ce serait un tort, puisque à l'époque on faisait confiance aux gens, on avait bien raison, hein. En l'occurrence, sans vraiment mentir, Claudius ne leur a pas tout à fait dit la vérité, mais ils n'avaient aucun moyen de savoir, donc voilà, ils ont une attitude parfaite. Quant à Claudius, d'aucuns pourraient l'accuser de mauvaise foi, puisque bon, il a répondu non alors qu'il aurait plutôt dû dire oui. Mais il faut voir que finalement, on peut dire que c'est pas vraiment lui qui tentait, puisque finalement, hein, c'est ses amis qui ont tout fait, mais finalement il n'a rien fait. Donc au fond, on peut presque dire que Claudius a raison de répondre non. Et c'est pas du tout ne pas assumer sa responsabilité, hein. À partir du moment où c'est pas lui qui a attaqué les magistrats, s'il a une responsabilité, elle est vraiment minime, donc autant ne pas en parler. Voilà, donc on a terminé avec cette leçon. La prochaine fois, on va faire la dernière leçon sur un sujet un peu complexe, hein, c'est les adjectifs. Un peu complexe parce que je vais essayer d'être relativement complet. Donc, on va essayer de finir un peu en beauté. Voilà, à la leçon prochaine.